Je m'appelle Marcus, un développeur de logiciels de 32 ans originaire de Chicago, dont la vie a changé du jour au lendemain lorsque j'ai gagné 800 000 $ à la loterie. Je pensais que gagner serait la réponse à toutes mes prières. Mais au lieu de cela a révélé le vrai visage des personnes en qui j'avais le plus confiance. Ce qui aurait dû être le moment le plus heureux de ma vie s'est rapidement transformé en un cauchemar familial que je n'avais jamais vu venir. Avant de vous raconter comment mes parents ont essayé de voler mon billet de loterie, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur ce bouton d'abonnement si vous avez déjà eu de la famille qui a essayé de profiter de votre succès. En grandissant dans la banlieue de Chicago, j'ai été élevé dans ce qui semblait être une famille typique de la classe moyenne. Mes parents, Richard et Patricia Wilson, nous ont offert une vie confortable, à moi et à mon jeune frère, Kevin. Nous avions une belle maison, prenions des vacances en famille chaque année et ne manquions jamais de l'essentiel. Mais sous la surface de notre portrait de famille, il y avait toujours un courant indéniable de favoritisme envers Kevin. Dès nos premiers jours, Kevin était l'enfant chéri. Quand nous étions enfants, il avait toujours les jeux vidéo les plus récents, tandis que je devais économiser mon argent de poche pendant des mois. Au lycée, mes parents lui ont acheté une voiture pour son 16e anniversaire, tandis que je travaillais les week-ends à l'épicerie locale pour me payer une Honda délabrée qui tombait fréquemment en panne. Au moment de l'université, ils ont payé l'intégralité des frais de scolarité de Kevin dans une université privée, tandis que je rassemblais des bourses et des prêts pour fréquenter une université publique. Je ne me suis jamais beaucoup plaint de ces disparités, ayant accepté dès mon plus jeune âge que c'était simplement ainsi que notre famille fonctionnait. Kevin est devenu exactement ce à quoi on pouvait s'attendre de la part de quelqu'un qui n'a jamais eu à subir de conséquences. À 30 ans, il avait enchaîné 3 carrières différentes, chacune se terminant lorsqu'il s'ennuyait ou faisait face à un défi important. Il a lancé une entreprise de food truck gastronomique qui a fait faillite en 6 mois, s'est essayé à l'immobilier jusqu'à ce qu'il perde sa licence pour des violations éthiques, et a plus récemment tenté de lancer une agence de marketing sur les réseaux sociaux malgré son absence d'expérience dans le domaine. À travers chacune de ces entreprises, mes parents ont fourni des renflouements financiers, un soutien émotionnel et des justifications infinies pour ces échecs. Pendant ce temps, j'ai suivi un chemin plus conventionnel. Après avoir obtenu un diplôme en informatique, j'ai gravi les échelons dans une start-up technologique, faisant de longues heures et me bâtissant une solide réputation. J'ai récemment été promu développeur senior, ce qui s'est accompagné d'une augmentation de salaire décente. Pourtant, entre le coût de la vie élevé à Chicago et mes prêts étudiants restants, je ne roulais pas exactement sur l'or. Depuis des années, j'ai économisé soigneusement pour un apport sur un appartement, voulant enfin avoir mon propre chez moi au lieu de partager un appartement avec des colocataires. Malgré le traitement préférentiel évident dans notre famille, j'entretenais une relation civile avec mes parents et mon frère. Les dîners du dimanche chez mes parents étaient une tradition mensuelle. Et bien que ces rassemblements comportaient souvent des rappels subtils de leur favoritisme, j'y assistais par sens du devoir familial. Ma philosophie était simple, je ne pouvais pas les changer, mais je pouvais contrôler mes réactions et maintenir mon indépendance. Une habitude que j'avais développée au fil des ans était d'acheter un billet de loterie chaque vendredi. Cela a commencé à l'université comme un moyen de m'adonner à un peu de rêverie inoffensive pendant les périodes d'examen stressantes. 5 $ par semaine était ma seule véritable folie, mon petit investissement dans la possibilité. Je ne m'attendais jamais à gagner quoi que ce soit d'important, voyant cela plus comme un divertissement que comme une stratégie financière. Tout cela a changé un vendredi pluvieux d'avril. J'ai failli sauter mon arrêt habituel à la supérette du coin car j'étais en retard pour un dîner avec des amis. Quelque chose m'a fait m'arrêter à la dernière minute. Peut-être une accalmie dans l'averse ou juste la force de l'habitude. Tom, le propriétaire du magasin qui me connaissait comme un habitué, m'a salué de son signe de tête amical habituel. La cagnotte est montée à 3 millions cette semaine, a-t-il mentionné alors que je lui tendais mes 5 $. Peut-être qu'aujourd'hui est mon jour de chance, ai-je répondu avec l'optimisme décontracté de quelqu'un qui ne s'attend jamais vraiment à gagner. Ce soir-là, après le dîner avec des amis, je suis rentré à mon appartement et j'ai allumé la télévision distraitement tout en triant mon courrier. Le tirage de la loterie commençait tout juste et j'ai sorti mon billet sans trop y penser. Au fur et à mesure que les numéros étaient appelés, j'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer. Une correspondance, puis 2, puis 3. Au 5e numéro, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le billet. J'avais trouvé les 6 numéros pour un prix de second rang de 800 000 $. Dans un état d'incrédulité, j'ai vérifié les numéros en ligne, puis je les ai vérifiés encore et encore.
Chaque fois confirmait ce qui semblait impossible, j'avais gagné. Mon premier appel a été pour mon meilleur ami, Michael, qui venait de quitter le dîner que nous avions partagé quelques heures plus tôt. « Mec, tu dois venir ici tout de suite » ai-je dit, ma voix contenant à peine l'excitation. « Qu'est-ce qui ne va pas » a-t-il demandé, immédiatement inquiet. « Rien ne va mal. Tout va bien. Je viens de gagner à la loterie. 800 000 $. Le silence à l'autre bout a duré si longtemps que j'ai cru que nous avions été coupés. « Michael, tu es là. Tu as intérêt à ne pas te moquer de moi, a-t-il finalement dit, parce que je vais venir en voiture juste pour te frapper si c'est une blague. Ce n'est pas une blague. Je le jure, j'ai les 6 numéros. Prix de second rang. 20 minutes plus tard, Michael était à ma porte et la réalité de ma victoire a commencé à s'imprégner alors que nous fixions le billet ensemble. 800 000 $. Pas assez pour ne plus jamais travailler, mais assez pour changer complètement ma situation financière. Assez pour transformer mes plans prudents et mesurés en possibilités immédiates. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? A dit Michael, un large sourire s'étalant sur son visage. Tu peux enfin dire à ton patron contrôlant d'aller se faire voir. Mais une fois le choc initial passé, ma nature pragmatique a pris le dessus. Je n'allais pas quitter mon travail ou acheter une Ferrari. J'avais des projets plus sensés pour cette manne inattendue. Le lendemain matin de la découverte de ma victoire, je me suis assis à ma table de cuisine avec un bloc-notes, planifiant méthodiquement comment utiliser l'argent. Après impôt, je recevrais probablement environ 560 000 $. Ma première priorité était de rembourser les 45 000 $ restants de mes prêts étudiants, me libérant instantanément des paiements mensuels qui étaient une présence constante depuis l'obtention de mon diplôme. Ensuite venait l'apport pour un modeste appartement à Wicker Park, un quartier que j'admirais depuis longtemps mais que je considérais hors de portée. J'ai estimé que cela coûterait environ 100 000 $. La majeure partie de l'argent, environ 300 000 $, irait dans des investissements diversifiés. J'avais toujours été intéressé par la planification financière, et c'était l'occasion de bâtir une véritable richesse pour l'avenir. 50 000 $ supplémentaires seraient mis de côté pour démarrer ma propre petite entreprise de développement de logiciels, un rêve que je nourrissais depuis des années. J'ai alloué 20 000 $ pour un voyage au Japon, un pays dont la culture et la technologie me fascinaient depuis l'enfance. Enfin, j'ai décidé de faire un don de 25 000 $ à une association locale à but non lucratif qui enseignait les compétences en codage aux jeunes défavorisés. Ces projets semblaient responsables mais satisfaisants, équilibrant le plaisir immédiat avec la sécurité à long terme. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti un sentiment de liberté financière totale. Pas dans le sens de ressources illimitées, mais dans la capacité de faire des choix sans contrainte constante. Ce samedi soir-là, j'ai invité mes amis les plus proches pour un dîner de célébration dans mon appartement. J'ai fait des folies avec des steaks coûteux et du bon vin, me sentant justifié dans cette petite extravagance. Alors que nous levions nos verres pour un toast, le bonheur sincère sur les visages de mes amis m'a réchauffé le cœur. C'étaient des gens qui avaient été là pendant mes difficultés, qui n'avaient jamais rien demandé d'autre que mon amitié, et qui célébraient maintenant ma bonne fortune sans une once d'envie. À Marcus, a dit Michael en levant son verre, le gars le plus chanceux que je connaisse, et celui qui le mérite le plus. Au fil de la soirée, la conversation s'est inévitablement tournée vers mes projets pour récupérer les gains et gérer la publicité qui pourrait en découler. Tu devrais garder ça pour toi jusqu'à ce que le chèque soit encaissé, a conseillé Sarah, qui travaillait dans le secteur bancaire. Les gagnants de loterie deviennent des cibles dès que la nouvelle se répand. Et envisage peut-être de le réclamer anonymement si ton état le permet, a ajouté Daniel, un avocat. Moins il y a de gens au courant, mieux c'est. Et ta famille, a demandé Michael, connaissant la dynamique compliquée en jeu. Tu prévois de leur dire? J'ai hésité. Malgré notre relation tendue, l'idée de cacher une nouvelle aussi importante à mes parents et à mon frère me semblait fausse. La famille restait la famille après tout. Je pense que je dois leur dire, ai-je finalement dit. Ils finiront par l'apprendre, et je préfère qu'ils l'entendent de moi. Michael m'a lancé un regard inquiet. Sois juste prudent. L'argent change les gens. Et d'après ce que tu m'as dit sur ton frère. Je sais, ai-je soupiré. Mais peut-être que ce sera différent. Peut-être qu'ils seront juste heureux pour moi. Mes amis ont échangé des regards mais n'ont rien dit de plus sur le sujet. En partant ce soir-là, chacun m'a serré dans ses bras un peu plus fort que d'habitude, comme s'il pressentait les défis qui pourraient m'attendre.
Au cours des jours suivants, j'ai remarqué une augmentation de l'activité sur les réseaux sociaux de la part de parents dont j'avais rarement des nouvelles. Un cousin au second degré a commenté ma photo de profil après des années de silence. Une tante que je ne voyais qu'aux enterrements m'a soudainement envoyé une demande d'amis. Ces petites interactions ont déclenché un léger malaise, me faisant demander si la nouvelle de ma victoire avait fuité d'une manière ou d'une autre. Puis est arrivé un SMS de Kevin. « Et frangin, on devrait se voir bientôt. La famille doit se serrer les coudes, non ?» Le message était assez anodin, mais quelque chose dans le timing et le sentiment inhabituel m'a noué l'estomac. Kevin et moi nous envoyions occasionnellement des SMS à propos des réunions de famille, mais il n'avait jamais exprimé une telle dévotion familiale auparavant. Pourtant, j'ai essayé de rejeter mes inquiétudes comme de la paranoïa. Sûrement, mon propre frère ne me verrait pas juste comme une source potentielle d'argent. Malgré ces petits signes avant-coureurs, je gardais l'espoir que ma famille réagirait avec le même bonheur sincère que mes amis avaient montré. Peut-être que cette manne guérirait même certaines des vieilles blessures entre nous. Avec cette perspective optimiste, j'ai décidé de partager ma nouvelle lors du prochain dîner du dimanche chez mes parents. Le dimanche suivant, je suis arrivé à la maison de banlieue de mes parents, ressentant un mélange d'excitation et d'appréhension. La familière maison en briques à 2 étages ressemblait exactement à ce qu'elle avait été tout au long de mon enfance, un rappel physique à la fois de confort et de souvenirs compliqués. Ma mère a ouvert la porte dans sa tenue du dimanche habituelle, ses boucles d'oreilles en perles captant la lumière de l'après-midi. « Marcus, tu es en avance », a-t-elle dit en acceptant ma brève étreinte. « Ton père regarde le golf dans le salon, et le dîner n'est pas avant 1 heure. En fait, maman, j'ai une nouvelle que je voulais partager avec vous deux avant l'arrivée de Kevin. » Quelque chose dans mon ton a dû transmettre l'importance de mon annonce car elle a immédiatement appelé mon père. Alors que nous nous installions dans le salon avec ces meubles trop formels qui avaient toujours été plus pour le spectacle que pour le confort, j'ai pris une profonde inspiration. Je voulais que vous sachiez tous les deux que quelque chose d'incroyable s'est produit, ai-je commencé, incapable d'empêcher un sourire de s'étendre sur mon visage. J'ai gagné à la loterie vendredi dernier. 800 000 $. Leur réaction a semblé authentique au début. Ma mère a halté et a pressé sa main sur sa poitrine. Les sourcils de mon père se sont levés, son expression stoïque habituelle laissant place à la surprise. « Marcus, c'est merveilleux », s'est exclamée ma mère en s'approchant pour m'embrasser. « Quelle chance incroyable !»« Félicitations, fils », a ajouté mon père avec un signe de tête ferme. « C'est une sacrée manne. » Pendant un bref instant lumineux, cela a ressemblé au moment familial que j'avais espéré, un bonheur simple devant ma bonne fortune sans complications. Mais ce moment fut de courte durée. « As-tu pensé à ce que tu vas en faire ?» a demandé mon père, se penchant en avant avec un intérêt soudain. Avant que je puisse répondre, il a continué, une planification intelligente est essentielle avec ce genre d'argent. Tu sais, ton frère a eu du mal avec son entreprise. Et c'était là, le pivot auquel j'aurais dû m'attendre. Pas même 5 minutes de célébration avant que Kevin ne devienne le centre de l'attention. Oui, a renchéri ma mère. Kevin nous parlait justement la semaine dernière des frais de garde pour les jumeaux, et il faut commencer les fonds pour l'université tôt de nos jours. J'ai ressenti un sentiment familier d'effondrement. Les jumeaux de Kevin, ma nièce et mon neveu, étaient d'adorables enfants de 3 ans qui étaient devenus le centre du monde de mes parents depuis leur naissance. Bien que je ne refusasse certainement rien aux enfants, la vitesse avec laquelle mes parents avaient orienté la conversation vers les besoins de Kevin était décevante, sinon surprenante. J'ai en fait déjà fait quelques projets, ai-je dit, essayant de maintenir mon enthousiasme. Rembourser mes prêts étudiants, investir pour l'avenir, peut-être acheter un appartement. Oh, eh bien, oui, cela semble sensé, a répondu ma mère, son ton suggérant qu'elle trouvait mes projets plutôt ennuyeux. Mais la famille est le meilleur investissement, ne penses-tu pas ? Avant que je puisse répondre, la sonnette a retenti, annonçant l'arrivée de Kevin. Ma mère s'est précipitée pour répondre, clairement impatiente de partager ma nouvelle. J'ai entendu ses chuchotements excités dans le couloir, suivis de la voix de Kevin s'élevant de surprise. Quelques instants plus tard, mon frère est entré dans le salon, sa femme Amanda le suivant. Kevin, comme toujours, commandait la pièce par sa présence. Bien que nous partagions certaines similitudes physiques, sa posture confiante et son sourire facile l'avaient toujours fait paraître plus important, d'une certaine manière. « Marcus, le vénard ?» a-t-il tonné, me donnant une accolade avec de grandes tapes dans le dos qui semblaient juste un peu trop enthousiastes. « Maman vient de nous annoncer la nouvelle.
800 briques, hein. Ça change la vie. Félicitations, a ajouté Amanda, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Quelle chance incroyable. Alors que nous passions à la salle à manger pour le dîner, la conversation est restée concentrée sur mon gain à la loterie, mais d'une manière qui me mettait de plus en plus mal à l'aise. Mes parents continuaient d'utiliser des expressions comme « richesse familiale » et « bénédiction partagée ». Kevin a mentionné à plusieurs reprises ses difficultés financières, expliquant que son agence de marketing n'était qu'à un investisseur près d'un succès énorme. Tu sais, a-t-il dit entre deux bouchées de rôti, avec la bonne injection de capital, nous pourrions nous étendre aux clients corporatifs. Le retour potentiel serait incroyable. Cela semble être une excellente opportunité, a répondu ma mère avec enthousiasme. N'est-ce pas, Marcus? Je me suis concentré sur mon assiette, refusant de m'engager à quoi que ce soit. Je suis encore en train de tout digérer. L'argent n'est même pas encore sur mon compte. Mais tu vas aider Kevin, bien sûr, a déclaré mon père plutôt qu'il n'a demandé. La famille prend soin de la famille. L'hypothèse dans son ton a allumé une étincelle de colère que j'ai essayé de réprimer. Je n'ai encore pris aucune décision à ce sujet. J'ai mes propres objectifs financiers à considérer d'abord. Un lourd silence est tombé sur la table. Ma mère l'a rompu avec un rire forcé. Eh bien, bien sûr que tu en as, chérie. Mais une fois que ceux-ci seront pris en charge, il devrait en rester bien assez pour aider ton frère à se remettre sur pied. Ses enfants ont besoin de sécurité. Kevin a hoché la tête solennellement. Les frais de scolarité de la maternelle des jumeaux nous tuent, et Amanda a dû réduire ses heures pour s'occuper d'eux quand ils ont eu ces otites le mois dernier. Le reste du dîner s'est poursuivi dans cette veine avec des suggestions de plus en plus directes sur la façon dont je devrais distribuer mes gains. Au moment où le dessert a été servi, mes parents et Kevin semblaient avoir mentalement alloué au moins la moitié de mon prix de loterie à divers besoins familiaux, tous centrés sur Kevin, Amanda et les jumeaux. Lorsque j'ai tenté d'expliquer mes plans mûrement réfléchis pour l'argent, mes parents ont échangé des regards qui communiquaient clairement leur désapprobation de mon égoïsme. Kevin semblait sincèrement confus que je ne saute pas sur l'occasion de résoudre ses problèmes financiers. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu as besoin de 300 000 $ en investissement alors que cet argent pourrait t'aider à payer l'université des jumeaux un jour, a-t-il dit en secouant la tête comme si j'étais complètement déraisonnable. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée quand Amanda a commencé à discuter des options d'école privée qu'ils envisageaient pour les jumeaux, avec des frais de scolarité qui s'aligneraient commodément avec les contributions régulières d'un oncle généreux. Je me suis levé brusquement, manquant de renverser mon verre d'eau. Je dois y aller. Réunion tôt demain. Mais tu n'as pas encore pris de café, a protesté ma mère. Une autre fois, ai-je dit en me dirigeant déjà vers la porte. Merci pour le dîner. En rentrant chez moi, un profond sentiment de déception s'est installé en moi. J'avais espéré, peut-être naïvement, que ma bonne fortune apporterait de la joie à ma famille sans condition. Au lieu de cela, il leur avait fallu moins d'une heure pour me considérer comme guère plus qu'une ressource financière à exploiter au profit de Kevin. La dynamique familière de notre famille n'avait pas changé. Elle n'avait été qu'amplifiée par la perspective de l'argent. 3 jours après le dîner familial inconfortable, je suis rentré du travail pour trouver la voiture de mes parents garée devant mon immeuble. C'était inhabituel car ils visitaient rarement mon appartement, préférant généralement que je vienne à eux. Avec un sentiment de mauvais augure, j'ai monté les escaliers jusqu'à mon logement au 3e étage. Ils attendaient dans le couloir, mon père se tenant raide tandis que ma mère ajustait nerveusement la sangle de son sac à main. Leurs expressions étaient un mélange de détermination et d'inquiétude répétée qui m'a immédiatement mis sur les nerfs. « Maman, papa, c'est inattendu », ai-je dit en déverrouillant ma porte et en les invitant à entrer. « Est-ce que tout va bien ? Nous devons parler, Marcus. » Mon père a dit cela d'un ton rappelant les réprimandes de mon enfance. Ils m'ont suivi dans mon modeste appartement, observant les lieux avec une subtile désapprobation. Ma mère s'est perchée sur le bord du canapé tandis que mon père restait debout, les bras croisés. Nous avons réfléchi à ta situation, a-t-il commencé sans préambule, et nous sommes arrivés à une décision sur la façon dont cela devrait être géré. Ma situation, ai-je répété, sentant déjà mes défenses monter. Vous voulez dire mes gains de loterie ? Oui, a interjeté ma mère, sa voix prenant le ton apaisant qu'elle utilisait souvent lors des conflits familiaux. Nous savons que c'est excitant pour toi, mais nous devons discuter de ce qui est le mieux pour la famille dans son ensemble. Mon père a hoché la tête fermement.
Kevin a des responsabilités que tu n'as pas. Il a des enfants à charge, une hypothèque, des dettes commerciales qui créent un stress important. Et les jumeaux ont besoin de stabilité. Ma mère a ajouté, leur éducation future, des soins de santé appropriés, toutes ces choses nécessitent une planification et des ressources. Je me suis assis lentement, voyant déjà où cette conversation menait. Je comprends que Kevin a des responsabilités, mais ce sont ses responsabilités, pas les miennes. L'expression de mon père s'est durcie. C'est une attitude très égoïste, Marcus. La famille se soutient mutuellement. Ton frère ferait la même chose pour toi si les situations étaient inversées. J'ai réprimé un rire devant ce mensonge flagrant. Kevin n'avait jamais rien sacrifié pour moi, et nous le savions tous. Qu'est-ce que vous me demandez exactement de faire, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Mon père a redressé ses épaules. Nous pensons que la chose juste serait que tu donnes la moitié de tes gains à ton frère. 400 000 $ feraient une différence énorme dans leur vie, tandis qu'il t'en resterait encore beaucoup pour toi-même. La brutalité de la demande m'a laissé momentanément sans voix. Il ne suggérait pas un petit cadeau ou un prêt, mais littéralement la moitié de mes gains. Ça n'arrivera pas, ai-je finalement dit, ma voix calme mais ferme. J'ai des projets pour cet argent, des projets auxquels j'ai bien réfléchi. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Sa tactique de prédilection quand les choses n'allaient pas dans son sens. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es devenu égoïste. Kevin a des enfants à qui penser. Et ta nièce est ton neveu. Ne te soucies-tu pas de leur avenir? Bien sûr que je me soucie d'eux, ai-je répondu, sentant la culpabilisation familière faire effet malgré ma résolution. Mais cela ne signifie pas que je suis responsable de les soutenir financièrement. Kevin et Amanda sont leurs parents. Kevin a toujours eu plus de difficultés que toi, a argumenté mon père, sa voix s'élevant. Tu as toujours eu la vie plus facile, plus de capacités naturelles. C'est ta chance d'égaliser un peu les choses. Je me suis levé, la colère prenant finalement le pas sur mon évitement habituel des conflits. Égaliser les choses? Êtes-vous sérieux? Vous avez égalisé les choses en faveur de Kevin toute ma vie. Quand a-t-il jamais eu à faire face aux conséquences de ses choix? Quand a-t-il jamais eu à travailler pour quoi que ce soit sans que vous le sortiez du pétrin? Ma mère a halté devant mon emportement. Ce n'est pas vrai. Nous vous avons toujours traités tous les deux sur un pied d'égalité. Le déni flagrant de la réalité m'a poussé plus loin. C'est n'importe quoi et vous le savez. Kevin a eu une voiture pour son anniversaire. J'ai travaillé les week-ends pour la mienne. Vous avez payé l'intégralité de ses frais de scolarité. Je rembourse encore mes prêts. Il a échoué dans 3 entreprises que vous avez financées. Quand est-ce que ça s'arrête? Le visage de mon père a rougi. Nous en avons assez entendu de cette ingratitude. Voici comment ça va se passer. Soit tu acceptes de partager cette manne avec ton frère, soit tu peux considérer que tu ne fais plus partie de cette famille. L'ultimatum a plané dans l'air entre nous. J'ai regardé mes parents, ces gens qui m'avaient élevé mais qui m'avaient toujours placé en second, et j'ai senti quelque chose en moi se libérer enfin. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je réussi à dire, pas encore prêt pour la rupture totale que leur ultimatum menaçait. Tu as jusqu'à vendredi, a déclaré mon père. Ensuite, nous t'attendons à la maison avec ta décision. La bonne décision. Après leur départ, j'ai passé une nuit blanche à arpenter mon appartement, aux prises avec des émotions contradictoires. La partie rationnelle de moi savait que j'étais manipulé et qu'on profitait de moi. Pourtant, des décennies de conditionnement familial rendaient difficile de rester ferme face à leur pression. Je continuais d'entendre la voix de ma mère me demandant si je me souciais vraiment de ma nièce et de mon neveu. Je continuais de voir l'expression déçue de mon père. Vers 3 heures du matin, j'ai appelé Michael, qui a répondu groggy mais a écouté pendant que je déballais toute la situation. Ils essaient de te voler, mec, a-t-il dit sans détour quand j'ai fini. Ce n'est pas une question de famille. Il s'agit de t'utiliser comme un distributeur automatique, exactement comme ils l'ont toujours fait. Mais s'ils me coupent vraiment les vivres, ai-je demandé, exprimant ma peur la plus profonde. Ce sont toujours mes parents. Kevin est toujours mon frère. Le sont-ils vraiment, a contesté Michael. De quelque manière qui compte vraiment. La famille se soutient mutuellement. Ouais, mais ce soutien devrait aller dans les deux sens. Quand ont-ils jamais fait passer tes besoins en premier?
Sa question est restée en suspens alors que je luttais pour trouver un seul exemple clair. Le lendemain, j'ai fait des recherches en ligne sur les conflits familiaux liés aux gains de loterie, trouvant d'innombrables histoires de relations détruites par l'argent. Le schéma était toujours le même, excitation initiale suivie de demandes croissantes, suivie de ruptures permanentes lorsque ces demandes n'étaient pas satisfaites. Le conseil des avocats et des conseillers financiers était unanime, fixez des limites claires tôt et maintenez-les fermement. Le vendredi matin, j'avais pris ma décision. Je ne donnerai pas la moitié de mes gains à Kevin. J'offrirai un don unique de 25 000 $ pour le fonds d'éducation de ma nièce et de mon neveu. Un geste généreux qui ne compromettrait pas ma sécurité financière. Avec ce compromis en tête, je suis allé chez mes parents ce soir-là, me préparant mentalement à une autre conversation difficile. À mon arrivée, j'ai été surpris de trouver la voiture de Kevin déjà dans l'allée. Entrant sans frapper, comme c'était la coutume familiale, j'ai trouvé mes parents, Kevin et Amanda, assis dans le salon, disposés presque comme un tribunal, attendant mon apparition. Marcus m'a accueilli ma mère avec une formalité inhabituelle. Nous sommes heureux que tu aies retrouvé la raison. La présomption que j'avais déjà capitulé devant leur demande a immédiatement hérissé mon poil. J'ai pris une décision, mais vous ne devriez pas supposer que vous savez ce que c'est. Kevin s'est penché en avant, une expression impatiente sur le visage. Écoute, frangin, j'ai réfléchi à la façon d'investir l'argent. J'ai un plan d'affaires solide qui pourrait nous profiter à tous les deux. Amanda a hoché la tête avec enthousiasme. Et nous avons déjà visité la Brighton Academy pour les jumeaux. C'est parfait pour eux, mais le dépôt est dû le mois prochain. Je les ai regardés avec incrédulité. Ils avaient déjà dépensé mon argent dans leur tête, divisant mes gains avant même que j'aie accepté de partager quoi que ce soit. Je ne vous donne pas la moitié de l'argent, ai-je déclaré platement, en regardant directement mon frère. Cela n'a jamais été envisageable. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Le visage de mon père s'est assombri tandis que la main de ma mère volait à sa bouche sous le choc. J'ai décidé de créer des fonds d'éducation pour les jumeaux, ai-je poursuivi. 25 000 $ chacun, à utiliser uniquement pour leur scolarité quand ils seront plus grands. Au lieu de voir cela comme le compromis généreux que c'était, ma famille a réagi avec indignation. 25 000, a raillé Kevin. Ce n'est rien. Ça ne couvrira même pas 2 ans d'école primaire privée. Il ne s'agit pas seulement des enfants, a interjeté mon père avec colère. Ton frère a besoin de capital pour son entreprise. Il a une hypothèque, des factures qui s'accumulent. Peut-être qu'il aurait dû y penser avant de lancer une 3e entreprise ratée, ai-je répondu, ma patience finalement épuisée. Je ne suis pas responsable de sortir Kevin de ses décisions financières. Amanda s'est levée, le visage rouge de colère. Alors, tu vas juste accumuler tout cet argent pour toi tout en laissant ta propre famille lutter, pendant que ta nièce et ton neveu manquent d'opportunités? Ils ont 3 ans, ai-je souligné, et ils ne manquent de rien. Ils ont 2 parents qui devraient subvenir à leurs besoins, ne pas attendre l'aumône de la famille. Ma mère a commencé à sangloter dramatiquement. Je ne reconnais même pas qui tu es devenu. Si froid, si égoïste. C'est notre dernier mot sur la question, a déclaré mon père, se levant de toute sa hauteur. Tu donneras la moitié de tes gains à ton frère ou tu n'es plus le bienvenu dans cette famille. Plus de dîner du dimanche, plus de vacances, plus de relations avec ta nièce et ton neveu. Est-ce ce que tu veux? J'ai regardé autour de moi ces gens qui prétendaient m'aimer mais étaient prêts à me rejeter au moment où je refusais de financer leurs désirs. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi, une reconnaissance que peut-être perdre cette forme conditionnelle de famille ne serait pas la tragédie qu'ils supposaient. Si c'est votre ultimatum, alors je suppose que c'est un adieu, ai-je dit doucement en me tournant vers la porte. Tu donneras la moitié à ton frère ou tu sors de cette maison, a crié mon père après moi, sa voix tremblant de rage. Je me suis arrêté à la porte, regardant en arrière une dernière fois. Je passerai demain pour récupérer la clé de rechange de la maison que j'ai laissée chez vous. Après ça, ne me contactez plus. Alors que je marchais vers ma voiture, j'ai entendu la voix de Kevin derrière moi appeler mon nom, mais je ne me suis pas retourné. Le poids de décennies de traitement inégal, d'avoir toujours été le responsable mais jamais le préféré, me propulsait vers l'avant. Pour la première fois, je me choisissais moi-même plutôt que leurs exigences, et malgré la douleur, cela ressemblait à la liberté. Le lendemain matin, je suis retourné chez mes parents, espérant récupérer ma clé de rechange et rompre proprement sans plus de drame. J'avais appelé 2 fois à l'avance,
mais personne n'avait répondu, ce qui était inhabituel pour un samedi matin où mes parents s'attardaient généralement sur le café et le journal. Leur voiture était dans l'allée, cependant, indiquant qu'ils étaient à la maison. Après avoir frappé plusieurs fois sans réponse, je me suis souvenu de la clé cachée sous la tortue en pierre dans le jardin, un secret de famille de mon enfance. Une partie de moi se sentait mal à l'aise d'entrer sans invitation après la confrontation d'hier, mais je voulais aussi résoudre cette situation rapidement et avancer dans ma vie. La maison était étrangement calme alors que j'entrais, mais je pouvais entendre des voix étouffées venant du bureau de mon père à l'arrière de la maison. En me déplaçant silencieusement dans le couloir familier, je me suis approché de la porte partiellement ouverte, avec l'intention d'annoncer ma présence. Avant que je puisse parler, cependant, j'ai aperçu une activité qui m'a figé sur place. Mes parents et Kevin étaient blottis autour du bureau de mon père, tête penchée ensemble en concentration. Étalé devant eux se trouvait ce qui semblait être mon billet de loterie, celui-là même que je leur avais montré plus tôt dans la semaine comme preuve de ma victoire. Mon père tenait un stylo, s'exerçant à signer sur une feuille de papier séparée. Avec un choc, j'ai réalisé qu'il essayait d'imiter ma signature. Ça doit être parfait, disait ma mère à voix basse. La commission de loterie va vérifier soigneusement. J'y suis presque, a marmonné mon père, faisant une autre tentative. Marcus a cette petite boucle à la fin du SC délicat. Kevin a pris le billet, l'examinant de près. Une fois qu'on aura la signature, c'est bon, on a juste besoin de le rendre avant qu'il ne le fasse. Ils ont dit que les gagnants ont 60 jours pour réclamer, non? Et nous avons toutes ces informations à partir des formulaires fiscaux qu'il a remplis quand il a travaillé pour nous cet été-là, a ajouté ma mère. Numéro de sécurité sociale, date de naissance, tout ce qu'il pourrait demander. Et pour la pièce d'identité, a demandé Kevin. Ils ne vont pas en avoir besoin. Mon père a fait un geste dédaigneux. Je dirais que je l'ai oublié et que je dois revenir. D'ici là, on aura trouvé quelque chose. Peut-être que cette vieille fausse carte d'identité que tu avais à l'université pourrait être modifiée. Je restais là, le sang battant dans mes oreilles alors que l'ampleur de leur trahison devenait claire. Ils n'essayaient pas seulement de me faire pression pour partager mes gains. Ils complotaient activement pour les voler entièrement. Les gens qui m'avaient élevé, qui auraient dû me protéger du mal, conspiraient pour commettre une fraude et un vol d'identité contre leur propre fils. Incapable de contenir mon choc plus longtemps, j'ai poussé la porte complètement. Qu'est-ce que vous croyez faire, bordel? 3 têtes se sont relevées à l'unisson, les visages enregistrant l'alarme puis la culpabilité alors qu'ils réalisaient qu'ils avaient été pris. Ma mère a récupéré la première, essayant précipitamment de rassembler les papiers sur le bureau. Marcus, nous ne t'avons pas entendu entrer, a-t-elle balbutié, sa voix anormalement aiguë. Clairement, ai-je répondu froidement, entrant dans la pièce. Vous prévoyez d'imiter ma signature et de voler mon billet de loterie? Ma propre famille. Kevin a eu la décence d'avoir l'air honteux, mais l'expression de mon père est rapidement passée de la surprise au défi. Nous essayons de t'aider à prendre la bonne décision, a-t-il dit, tentant de paraître autoritaire bien qu'ayant été pris la main dans le sac. Parfois, les enfants ont besoin de conseils pour faire ce qui est le mieux pour la famille. Des conseils, ai-je répété avec incrédulité. Ce ne sont pas des conseils. C'est du vol. C'est de la fraude. C'est un crime qui pourrait vous envoyer tous en prison. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Tu réagis de manière excessive, Marcus. Nous essayons juste de nous assurer que Kevin et les jumeaux obtiennent le soutien dont ils ont besoin. Tu étais si têtu, si égoïste. Donnez-moi le billet, ai-je exigé en tendant la main. Maintenant. Kevin a serré le billet de manière protectrice. Nous sommes ta famille. Cet argent devrait profiter à nous tous, pas juste à toi. Les jumeaux ont besoin. Les jumeaux. Les jumeaux. Les jumeaux. J'ai explosé, ma voix s'élevant. J'en ai marre d'entendre parler de ce dont les jumeaux ont besoin. Et ce dont j'ai besoin, moi? Et le respect élémentaire de ma propre famille? Et ne pas avoir mes propres parents qui essaient de me voler? Mon père s'est levé, le visage rouge. Surveille tonton, jeune homme. Tout ce que nous avons fait a été pour cette famille. Tu as toujours eu des avantages que Kevin n'a pas eus. Tu lui dois ça. L'absurdité de sa déclaration au milieu de leur activité criminelle était presque risible. Je lui dois. Pourquoi exactement? Pour avoir été votre préféré?
pour n'avoir jamais eu à travailler pour quoi que ce soit? Pour que vous le sortiez de chaque mauvaise décision? Ce n'est pas juste, a protesté Kevin. J'ai eu des luttes dont tu ne sais rien. Donne le billet, ai-je répété, ignorant son apitoiement sur lui-même. Ou j'appelle la police tout de suite et je le signale volé. Ma mère a halté. Tu n'appellerais pas la police pour ta propre famille. Vous avez cessé d'être ma famille au moment où vous avez décidé de me voler, ai-je répondu, surpris par mon calme malgré la situation. Le billet. Maintenant. Après un moment de tension, Kevin a remis à contre-cœur le billet, qui avait été froissé dans sa prise serrée. Je l'ai examiné soigneusement, confirmant qu'il s'agissait bien de mon billet gagnant, bien que maintenant quelque peu endommagé. Vous devriez savoir, ai-je dit en rangeant le billet en sécurité dans mon portefeuille, que ce petit stratagème n'aurait jamais fonctionné de toute façon. J'ai déjà enregistré mon gain auprès de la commission de loterie. Ils ont mes informations dans leur dossier, y compris un scan du billet. Même si vous aviez réussi à imiter ma signature parfaitement, vous auriez été pris immédiatement. La couleur a quitté le visage de mon père alors que la réalité de ce qu'ils avaient tenté et à quel point cela aurait pu se retourner contre commençait à s'imprégner. Nous étions désespérés, a chuchoté ma mère comme si cela expliquait tout. L'entreprise de Kevin est sur le point de couler. La banque menace de saisir leur maison. Les jumeaux pourraient perdre leur place à la maternelle. Et votre solution était de commettre un crime, ai-je demandé, sincèrement déconcerté par leur raisonnement. De voler votre propre fils, de risquer d'aller en prison. Ce n'est pas voler si ça reste en famille, a insisté mon père, bien que sa voix manque de conviction. J'ai ri sans humour. Ce n'est pas comme ça que la loi fonctionne, papa. Et ce n'est pas comme ça que la famille est censée fonctionner non plus. Kevin, semblant réaliser la gravité de ce qu'ils avaient failli faire, a tenté une approche différente. Écoute, Marcus, on a fait une erreur. On a paniqué. Mais on est toujours une famille. On peut arranger ça. Il n'y a rien à arranger, ai-je répondu en me dirigeant vers la porte. Vous étiez prêt à tout me voler. Pas demander de l'aide, pas négocier, mais tout prendre. C'est fini. Ma mère s'est précipitée après moi, attrapant mon bras. S'il te plaît, Marcus. Les jumeaux sont innocents dans tout ça. Ne les punis pas pour notre erreur. Sa tentative d'utiliser les enfants comme levier émotionnel une fois de plus a été la goutte d'eau. Ces enfants ont 2 parents et 2 grands-parents qui étaient juste prêts à commettre une fraude pour de l'argent. Concentrez-vous peut-être sur le fait d'être de meilleurs modèles au lieu d'essayer de me manipuler à travers eux. Alors que je sortais de la maison pour ce que je savais être la dernière fois, mon père a crié après moi, sa voix un mélange de colère et de désespoir. Tu le regretteras, Marcus. La famille est tout ce qui compte à la fin. Je me suis retourné brièvement. Non, ce qui compte, c'est le respect, l'honnêteté et l'attention sincère. Rien de ce que vous m'avez montré aujourd'hui ou pendant la majeure partie de ma vie. Adieu. Dans ma voiture, les mains tremblant légèrement suite à la confrontation, j'ai examiné le billet de loterie froissé plus attentivement. Malgré les dommages, toutes les informations essentielles restaient lisibles. Pourtant, je devais être très prudent avec lui jusqu'à ce que je puisse officiellement réclamer mon prix. L'ironie ne m'a pas échappé qu'en essayant de voler ma manne, ma famille avait failli en détruire la preuve physique. Alors que je m'éloignais de la maison où j'avais grandi, un étrange sentiment de calme a remplacé la colère et le choc. Le pire était arrivé. La relation s'était brisée au-delà de toute réparation, et pourtant je me sentais plus léger d'une certaine manière. Le besoin constant de chercher l'approbation de gens qui ne feraient jamais vraiment passer mes intérêts en premier avait été un poids que je n'avais pas pleinement reconnu jusqu'à ce qu'il soit levé. Le lundi matin m'a trouvé assis dans le bureau de Diana Chen, une avocate spécialisée dans les gagnants de loterie et la gestion de patrimoine soudaine. Son bureau au centre-ville projetait exactement le genre de compétences et de discrétion dont j'avais besoin après les événements du week-end. Donc, votre famille a tenté d'imiter votre signature et de réclamer vos gains, a-t-elle résumé après que j'ai expliqué la situation. Et vous craignez qu'ils ne fassent d'autres tentatives pour accéder à votre argent. Oui, ai-je confirmé. Je ne pense pas qu'ils tenteront quoi que ce soit avec la commission de loterie maintenant qu'ils savent que j'ai enregistré mon gain, mais je m'inquiète de ce qui pourrait arriver une fois que l'argent sera sur mon compte. Diana a hoché la tête en prenant des notes. Malheureusement, vos inquiétudes sont fondées. Les gagnants de loterie font souvent face exactement à ce genre de pression familiale et parfois à une fraude pure et simple.
Voici ce que nous allons faire. Au cours de l'heure suivante, elle a exposé un plan complet pour protéger mes actifs. D'abord, nous déposerions un rapport de police documentant la tentative de vol, créant un dossier officiel sans nécessairement porter plainte à moins que d'autres tentatives ne soient faites. Ensuite, elle m'aiderait à mettre en place une fiducie révocable pour détenir les gains de loterie, offrant une couche de sécurité supplémentaire. Enfin, elle a recommandé de changer tous mes mots de passe, de mettre en place une authentification à 2 facteurs sur les comptes financiers et de geler mon crédit pour empêcher les demandes non autorisées. Et pour réclamer le prix, ai-je demandé. Le billet est un peu abîmé maintenant. Je vous accompagnerai à la commission de loterie, m'a-t-elle assuré. J'ai déjà géré des situations similaires. Tant que le code-barre et les chiffres sont lisibles, il ne devrait pas y avoir de problème, surtout puisque vous avez déjà enregistré votre gain. Après avoir quitté le bureau de l'avocate, je me suis dirigé vers le poste de police pour déposer le rapport. L'officier prenant ma déposition n'a pas semblé surpris par le conflit familial. Ça arrive plus souvent que vous ne le pensez, a-t-il commenté en tapant. L'argent fait ressortir le pire chez les gens, surtout la famille. Vous avez bien fait de venir. Avec les protections juridiques en place, j'ai pris la mesure supplémentaire de changer mon numéro de téléphone et d'emménager temporairement chez Michael, qui m'avait immédiatement offert sa chambre d'amis quand je l'ai appelé pour le mettre au courant de la situation. Reste aussi longtemps que tu en as besoin, a-t-il insisté en m'aidant à porter les articles essentiels que j'avais emballés. Mon chez-moi n'est pas luxueux, mais au moins personne ici n'essaie de voler ton billet de loterie. Au cours de la semaine suivante, les messages de ma famille ont commencé à affluer, d'abord sous forme d'accusations colériques, puis se transformant en excuses larmoyantes lorsqu'ils ont réalisé la gravité de leurs actes. Ma mère a laissé des messages vocaux affirmant qu'elle avait des douleurs thoraciques à cause du stress. Mon père a envoyé des emails tentant de minimiser ce qui s'était passé comme une erreur de jugement momentanée. Kevin a essayé de multiples approches, des demandes colériques aux plaidoyers pitoyables sur l'avenir de ses enfants. J'ai lu ou écouté chaque message, mais je n'ai répondu à aucun. Diana m'avait déconseillé toute communication qui pourrait être interprétée comme un pardon ou une acceptation de leur comportement, car cela pourrait compliquer les choses si une action en justice devenait nécessaire plus tard. Le développement le plus troublant est survenu lorsque Kevin s'est présenté à mon lieu de travail à l'improviste, causant une scène à la réception jusqu'à ce que la sécurité l'escorte dehors. Après cet incident, j'ai pris un congé de 2 semaines, utilisant une partie de mes vacances accumulées pour me concentrer sur la finalisation de la réclamation de loterie et la recherche d'un nouveau logement. Avec Diana qui m'accompagnait, j'ai présenté mon billet endommagé mais valide à la commission de loterie. Comme elle l'avait prédit, l'enregistrement que j'avais déjà effectué a aidé à faciliter le processus et après avoir vérifié mon identité et l'authenticité du billet, j'ai été officiellement confirmé comme le gagnant de 800 000 $. Suivant les conseils de Diana et du conseiller financier avec lequel elle m'avait mis en relation, j'ai opté pour une publicité minimale. La commission de loterie publierait mon nom comme l'exige la loi, mais j'ai refusé la séance photo standard avec le chèque géant et n'ai donné aucune interview. Malgré ces précautions, des membres de la famille élargie et de vieilles connaissances ont commencé à me contacter presque immédiatement après que le gain a été rendu public. Des cousins éloignés se sont soudainement souvenus de notre lien d'enfance. Un camarade de classe du lycée à qui je n'avais pas parlé depuis 15 ans m'a envoyé un message au sujet d'une opportunité d'investissement incroyable. Chaque contact renforçait la sagesse des mesures de protection que j'avais mises en place. Mes parents, réalisant apparemment que leurs approches directes ne fonctionnaient pas, ont enrôlé divers membres de la famille pour me contacter en leur nom. Ma tante a appelé pour me dire que ma mère était dévastée et ne mangeait plus. Un oncle a envoyé un email pour dire que la famille ne serait jamais entière tant que je ne leur aurais pas pardonné. Même ma grand-mère âgée a été recrutée pour laisser un message culpabilisant sur le fait que le pardon familial est une vertu. Face à ce barrage, j'ai gardé le silence, me concentrant plutôt sur le fait d'aller de l'avant avec ma vie. Avec l'aide de mon conseiller financier, j'ai alloué les fonds selon mon plan initial avec un changement important, au lieu des 25 000 $ pour chacun de ma nièce et mon neveu, j'ai établi des bourses anonymes dans un collège communautaire local prévu pour les étudiants confrontés à des difficultés financières. 3 semaines après avoir réclamé mon prix, j'ai trouvé un appartement modeste mais confortable dans un quartier que j'aimais, assez loin de la maison de mes parents pour rendre les visites inattendues peu probables. Le processus de l'ameublement et de son appropriation est devenu une forme de thérapie. Chaque décision était une petite affirmation d'indépendance et de soin de soi. Michael et mes autres amis proches ont formé un cercle protecteur autour de moi pendant cette transition, aidant au déménagement,
organisant une pendaison de crémaillère et fournissant le soutien émotionnel que ma famille n'avait pas réussi à offrir. Dans leur bonheur sincère pour ma bonne fortune et leur respect de mes limites, j'ai trouvé une famille choisie qui m'appréciait pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir. Sur les réseaux sociaux, mes parents avaient entrepris de me dépeindre comme le méchant de notre drame familial, publiant des commentaires vagues mais pointus sur les enfants ingrats et l'importance de partager les bénédictions. Ces culpabilisations numériques n'ont fait que renforcer ma résolution de maintenir une distance avec leur influence toxique. Alors que les semaines se transformaient en mois, j'ai progressivement établi une nouvelle normalité. J'ai continué à travailler à mon poste, trouvant satisfaction dans la routine et le respect que j'y avais gagné grâce à des années de dévouement. Savoir que je n'avais plus besoin de ce salaire pour survivre m'a donné une nouvelle confiance dans les situations professionnelles, me permettant de prendre des risques créatifs et de m'exprimer davantage lors des réunions. Avec une partie de mon fonds d'investissement, j'ai commencé à prendre des mesures pour réaliser mon rêve de démarrer une petite entreprise de développement de logiciels, en enregistrant un nom commercial et en commençant à constituer un portefeuille de projets potentiels. Cette concentration productive a aidé à canaliser mon énergie loin du drame familial et vers un avenir positif. Peut-être plus important encore, j'ai commencé une thérapie pour aborder les schémas de dysfonctionnement familial de longue date qui avaient culminé avec l'incident de la loterie. Pour la première fois, j'ai pleinement examiné l'impact d'avoir toujours été l'enfant le moins favorisé et les dynamiques malsaines qui avaient façonné mes relations et mon image de soi. Ce que votre famille a fait était une version extrême de quelque chose qui se passait depuis toute votre vie, a observé mon thérapeute lors d'une séance. Il prenait de vous émotionnellement et maintenant financièrement sans véritable souci pour votre bien-être. Cette perspective m'a aidé à voir que maintenir une distance n'était pas une question de punition ou de vengeance, mais de me protéger d'un schéma nuisible qui ne changerait probablement jamais. Avec cette compréhension est venu un relâchement progressif de la culpabilité et un sentiment croissant de paix avec ma décision de prioriser mon propre bien-être. 6 mois après le gain à la loterie, j'ai regardé ma nouvelle vie construite selon mes propres termes et protégée de ceux qui avaient essayé de m'exploiter, et j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude. Pas pour l'argent lui-même, mais pour la clarté qu'il avait apportée. Parfois, les choses les plus précieuses que nous gagnons ne se mesurent pas en dollars, mais en la sagesse de reconnaître les relations toxiques et le courage de s'en éloigner. 1 an après avoir gagné à la loterie, ma vie s'était transformée de manière à la fois attendue et surprenante. Les changements financiers étaient les plus évidents. Je n'avais plus de dettes, je possédais mon appartement sans crédit et j'avais établi un portefeuille d'investissement sain qui assurerait ma sécurité pour les années à venir. Ma petite entreprise de logiciels avait décroché ses 2 premiers clients et commençait à se bâtir une réputation pour ses solutions innovantes dans la gestion des données de santé. Mais les changements les plus profonds étaient intérieurs. La personne que j'étais devenue était plus confiante, plus perspicace dans ses relations et plus en paix avec l'établissement de limites. J'avais développé une communauté d'amis qui soutenaient les succès les uns des autres sans attente ni envie. Mon thérapeute avait récemment suggéré que nous réduisions nos séances à des bilans mensuels, notant les progrès significatifs que j'avais faits pour reconnaître et aborder les schémas relationnels malsains. Par une matinée d'automne fraîche, presque exactement 1 an après la confrontation familiale, j'ai rencontré Michael pour notre traditionnel café du samedi dans un café du quartier. Alors que nous nous installions à notre table d'angle habituelle, il a fait glisser son téléphone vers moi, ouvert sur une publication de réseau social. « J'ai pensé que tu devrais voir ça », a-t-il dit doucement. Aucune pression pour répondre ou quoi que ce soit. La publication montrait la maison de mes parents avec un panneau « Vendu » dans la cour avant. La légende, écrite par une connaissance commune, exprimait la surprise face au déménagement soudain de la famille Wilson et incluait des vœux pour leur nouveau chapitre dans une maison plus petite. « Ils ont vendu la maison ?» ai-je demandé, sincèrement surpris. La maison familiale avait été un point de fierté pour mes parents pendant plus de 30 ans. Michael a hoché la tête. D'après ce que j'entends, par le téléphone arabe, ils ont dû le faire. Apparemment, l'entreprise de Kevin a fini par couler complètement, et il s'était porté garant de prêts assez substantiels pour lui. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, non pas de la satisfaction devant leur malheur, mais une sombre reconnaissance de la prévisibilité de ce résultat. Pendant des décennies, mes parents avaient permis l'irresponsabilité financière de Kevin, et finalement, les conséquences les avaient tous rattrapés. Il y a plus, a ajouté Michael avec hésitation. Lisa de la comptabilité a croisé Amanda à l'épicerie la semaine dernière. Elle et Kevin sont séparés. Elle a pris les jumeaux et a emménagé chez ses parents dans le Michigan. Cette nouvelle m'a frappé plus durement. Malgré tout,
je me souciais de ma nièce et de mon neveu, et la pensée de la séparation de leurs parents ajoutait une autre couche d'instabilité à leur jeune vie. Pendant un instant, j'ai remis en question ma décision de maintenir une distance avec la famille, me demandant si j'aurais pu aider à prévenir ce résultat. « Ce n'est pas de ta faute », a dit Michael, lisant mon expression avec justesse. « Ils ont fait leur choix bien avant le billet de loterie. Tout ce que tu as fait, c'est refuser d'être leur filet de sécurité une fois de plus. » Il avait raison. Bien sûr, les problèmes financiers de mes parents n'étaient pas le résultat de mes limites, mais de leur propre schéma de longue date de mauvaises décisions et de comportements permissifs. Si j'avais donné à Kevin la moitié de mes gains comme exigé, cela n'aurait fait que retarder l'inévitable tout en épuisant mes propres ressources. Au cours des semaines suivantes, j'ai reçu plusieurs tentatives indirectes de contact de la part de mes parents. Un ami de la famille a mentionné par hasard qu'ils avaient des difficultés financières. La sœur de ma mère a appelé pour me dire qu'ils avaient emménagé dans un petit appartement et étaient trop fiers pour demander de l'aide. Chaque message portait le sous-entendu clair que je devais intervenir et les sauver, tout comme ils avaient toujours attendu de moi que je sois le responsable tout en favorisant simultanément Kevin. Après mûre réflexion et discussion avec mon thérapeute, j'ai décidé de répondre de manière limitée selon mes propres conditions. J'ai envoyé un bref email à mes parents avec un lien vers un service de conseil financier que j'avais recherché, proposant de payer pour 6 mois de séance s'ils étaient intéressés par des conseils professionnels pour leur situation. L'offre n'a été ni acceptée ni reconnue. Malgré ce dysfonctionnement continu, je me trouvais de plus en plus en paix avec la séparation. La clarté venue avec la distance m'a permis de voir notre dynamique familiale avec de nouveaux yeux, reconnaissant des schémas qui avaient été invisibles quand j'étais empêtré dedans. Mes parents m'avaient toujours vu comme celui qui était fort et capable, qui n'avait pas besoin de soutien, utilisant cette perception pour justifier l'orientation de toutes leurs ressources et de leur attention vers Kevin. La loterie avait simplement porté cette dynamique de longue date à son extrême logique. À l'approche de l'anniversaire de ma victoire, j'ai décidé d'honorer l'occasion en réalisant l'un de mes plans originaux pour l'argent. J'ai établi un programme de bourse dans un collège communautaire local pour les étudiants poursuivant des diplômes en informatique issus de milieux familiaux difficiles. L'essai de candidature demandait aux étudiants de décrire comment ils avaient surmonté les obstacles familiaux pour poursuivre leurs études, un thème qui me semblait profondément personnel. En lisant le premier lot de candidatures, j'ai été ému par des histoires de résilience et de détermination qui faisaient écho à des aspects de mon propre parcours. Des jeunes qui avaient navigué à travers la dépendance familiale, les difficultés financières ou la négligence émotionnelle pour poursuivre leurs rêves, me rappelaient que bien que nous ne puissions pas choisir notre famille de naissance, nous pouvons choisir comment nous réagissons aux cartes qui nous sont distribuées. Un soir, alors que j'étais assis sur le balcon de mon appartement, regardant le coucher de soleil sur la ligne d'horizon de la ville, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé depuis ce vendredi pluvieux où j'avais acheté le billet gagnant. L'argent avait changé ma vie, certes, mais pas de la manière dont je m'y attendais initialement. Plus que la liberté financière, il m'avait donné la clarté de voir les relations pour ce qu'elles étaient vraiment, et le courage de créer la distance nécessaire avec les dynamiques toxiques. Au final, gagner à la loterie m'avait coûté ma famille d'origine. Mais cela m'avait donné quelque chose de bien plus précieux, une estime de soi qui n'était pas liée à ce que je pouvais fournir aux autres, des limites qui protégeaient mon bien-être et la liberté de construire une vie basée sur une connexion authentique plutôt que sur l'obligation. La leçon n'était pas que l'argent change les gens, mais qu'il révèle qui ils sont déjà. Mes parents et mon frère n'étaient pas devenus soudainement autoritaires ou manipulateurs lorsqu'ils ont appris mes gains. Ils avaient simplement révélé plus clairement les dynamiques qui avaient toujours existé sous la surface de nos relations. Et dans cette douloureuse révélation est venu le cadeau de la vérité, me permettant enfin de me libérer des schémas qui m'avaient contraint pendant des décennies. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude, pas pour l'argent lui-même, mais pour le voyage qu'il avait initié. Parfois, les choses les plus précieuses que nous gagnons ne sont pas celles que nous pouvons déposer sur un compte bancaire, mais la sagesse de reconnaître ce qui compte vraiment et le courage de construire une vie alignée avec nos valeurs les plus profondes. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous partagé vos gains de loterie avec des membres de la famille qui vous avaient toujours tenu pour acquis? Ou seriez-vous resté ferme sur vos limites comme je l'ai fait? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées. Et si vous avez aimé cette histoire sur le fait de se défendre, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la façon de trouver la force dans des situations familiales difficiles. Merci d'avoir écouté et rappelez-vous que parfois, la plus grande victoire n'est pas le billet de loterie, mais la découverte de sa propre valeur.